Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Je suis François-Joseph Viallon, partenaire de ce collectif qui accompagne les entrepreneurs à dépasser et à passer des caps de croissance. Aujourd'hui, je reçois le président de 1, 2, 3 syndic, Hugues Blondet. Salut Hugues. Bonjour. Écoute, je vais te laisser te présenter et nous parler de cette aventure 1, 2, 3 syndic que tu as créée il y a maintenant 5 ans et nous expliquer comment tu l'as créée et ce que vous faites. Bonjour François-Joseph et bonjour à tous. Effectivement, j'ai créé il y a un peu plus de 5 ans aujourd'hui un, 2, 3 syndic et on est, comme tout le monde le pense, on n'est pas syndic. On est courtier en syndic et réduction de charges d'immeuble. Donc on a deux activités. On est une société de conseil et on a créé cette société sur la base d'une expérience personnelle et de deux sujets dans deux immeubles différents. Et donc on accompagne les copropriétés aujourd'hui sur la recherche de syndic, la mise en concurrence d'un syndic, rechercher un syndic, créer un collectif dans un immeuble, que ce soit en préparation de l'assemblée générale ou l'assemblée générale elle-même, ou un conseil syndical. Donc on accompagne les copropriétaires à la recherche d'un syndic et à la recherche, et la deuxième offre, c'est la recherche d'économie dans les contrats. Donc aujourd'hui, si ça se passe bien avec votre syndic, si vous êtes satisfait, en fait, c'est pas votre syndic qui paye les charges, c'est pas votre syndic qui paye vos factures. Et donc lui, généralement, il a plutôt une tendance à aller vite sur les contrats récurrents et à renouveler tous les contrats d'année en année, potentiellement avec des augmentations. Et on le voit en ce moment, le sujet est absolument clé avec toute l'inflation qu'on peut avoir autour de nous. Et donc, nous, on va aller renégocier les contrats récurrents des immeubles. On va aller revoir, en fait, vos niveaux de charge et à prestations équivalentes, on renégocie les contrats. Donc voilà. Comment t'en es arrivé à cette aventure? Cette aventure complètement personnelle parce que j'y suis arrivé après 20 ans de finance dans une grande banque de la défense rouge et noir avec une grande tour et je faisais du conseil pour la direction générale pendant pas mal d'années et en fait j'ai acheté un premier appartement pour avec ma famille et on s'est rendu compte, tous les voisins sont venus nous voir en disant les charges sont trop élevées, il y a trop de il y a trop de charges, il faut que vous nous aidiez à les réduire. Et moi, c'était mon premier achat immobilier, donc je me disais, tiens, qu'est-ce que les charges de copropriété, comment ça fonctionne? Comme j'avais un background d'expert comptable et de direction financière, j'ai pris les comptes, j'ai commencé à négocier chacun des contrats, et je me suis rendu compte que le syndic était là pour gérer, pour aller vite, pour faire efficacement, mais pas forcément aller dans le détail de chacun des contrats et négocier avec les fournisseurs les contrats récurrents. Donc que vous ayez un ascenseur à 3000 ou 3005, il s'en fiche. Et donc lui, l'important, c'est que vous soyez satisfait de la prestation plutôt que du prix. Et donc on voyait une augmentation de beaucoup de contrats récurrents avec toutes les indexations, les inflations des différentes années. Et donc on a commencé à les renégocier un par un. Et il y a eu deux effets très positifs. C'est que premièrement, on a gagné de l'argent et on est allé beaucoup plus loin que ce qu'avait fait le syndic. Et aussi, l'ambiance dans l'immeuble est devenue bien meilleure. On a pu voter des travaux de rénovation de toiture qui traînaient depuis des années. Mais quand vous économisez 10 000 euros sur votre récurrent, bah, vous êtes prêt à remettre 10 000 euros dans des travaux, dans des fuites d'eau et autres. Donc, à budget équivalent, la copropriété s'est énormément améliorée dans son récurrent. Donc ça, c'était la première expérience en me disant, tiens, les charges, c'est un vrai sujet en copropriété, c'est un vrai sujet de gestion et voir quel est le bon équilibre à trouver. Et la deuxième expérience, quelques mois après, on a acheté avec ma femme un studio dans un immeuble assez important. Il y avait des charges trop élevées, donc on a commencé à refaire la même dynamique. Et 2 mois après, le syndic a fait faillite. Et on s'en est rendu compte, les voisins s'en sont rendus compte principalement parce que les gardiens étaient pas payés, parce que il y avait plusieurs fournisseurs qui commençaient à les appeler. Et ils sont allés voir le syndic qui était effectivement en train de déménager et les salariés étaient en train de partir. Et on s'est retrouvé à 3-4 copropriétaires à devoir trouver un syndic en quelques jours et une galère dingue. Moi, je faisais de la finance, les autres étaient dans d'autres activités. On n'avait aucune idée où aller chercher. Google nous aidait pas. C'était tous les avis étaient négatifs. Globalement, on avait l'impression que c'était une catastrophe absolue et qu'il y avait personne capable de gérer un immeuble correctement. Et donc voilà. Donc la somme des deux expériences fait que j'ai réfléchi pendant 2 ans avant de créer la société en 2019. Sûr que pour tous ceux qui ont vécu une assemblée générale de copropriétaires, on n'a pas forcément que des bons souvenirs et on a souvent l'impression
C'est un peu le règne du petit pouvoir et de la vengeance entre voisins. Donc, j'imagine ce que ça peut vouloir dire à grande échelle. J'avais une petite question qui m'est venue là en t'écoutant. J'avais lu il y a quelques mois que beaucoup de conseils syndicaux justement étaient en difficulté financière du fait que beaucoup de copropriétaires ne payaient pas leur part. Comment enfin, quel impact et quelle tendance ça crée justement sur la dynamique des conseils, ces problèmes? Alors, il y a une tendance, c'est que déjà l'inflation, elle arrive en copropriété avec un décalage et un retard. C'est-à-dire qu'une copropriété vote un budget. Souvent, ils le votent trop bas parce qu'ils n'ont pas envie de montrer à leurs propriétaires et aux voisins que ça va augmenter, que ça va être cher. Donc, ils préfèrent voter, par exemple, ils ont dépensé 105 000 euros, ils vont voter un budget à 100 000, en espérant que ça va le faire baisser. La réalité, c'est qu'avec l'inflation, les hausses récentes, le gaz, souvent, ils ont consommé à la fin 130. Donc, ils arrivent à l'AG d'après, et donc on leur demande 30 de plus pour renflouer les caisses de l'année d'avant, et on remet un budget à 130 parce qu'ils se rendent compte que leur budget était trop bas. Donc, ils ont un deuxième appel de charge qui est surélevé. Et donc, vous vous retrouvez comme ça, avec en période d'inflation élevée, avec des budgets qui, tout d'un coup, sur la deuxième, troisième année, déjà explosent. Donc ça, c'est le cas assez régulier qu'on voit de copropriétaires. Deuxième cas, il y a la problématique du bah, si je paye pas mes charges, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est collectivisé et comme c'est mutualisé sur un certain temps, bah, en fait, vous allez avoir des pénalités de retard et de relance du syndic. Mais in fine, c'est peut-être, si vous avez des problèmes financiers, peut-être un des sujets sur lesquels vous avez le moins de problèmes à payer en retard. Ce que pensent les gens. La réalité, c'est que leur facture globale augmente énormément par les frais, et donc c'est un très mauvais calcul. Mais il y a en copropriété une mutualisation indirecte qui se fait, et donc in fine, si dans une copropriété de 10, il y en a un qui paye pas, c'est les 9 autres qui vont mettre au pot régulièrement de la trésorerie. Ils payent pas les charges directement, mais ils vont mettre en place de la trésorerie indirectement, jusqu'à ce que, in fine, le copropriétaire finisse par payer. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les lois sont plutôt en faveur de la copropriété et ont plutôt évolué, et les juges ont plutôt tendance à privilégier le collectif, et donc du coup à, in fine, faire payer les copropriétaires, et n'hésitent pas à aller jusqu'à la vente des lots qui est très souvent mise en place. Donc généralement, les gens, juste avant la vente, s'ils ont les moyens, payent. Mais entre-temps, ils ont accumulé énormément de charges annexes, de frais, de pénalités. Et donc, du coup, vous, par rapport à cette inflation, c'est une opportunité pour toi. Comment vous adressez justement les différents syndics et conseils syndicaux pour bah, présenter votre offre? Alors nous, on travaille d'abord en priorité pour les conseils syndicaux. Donc nos clients les plus nombreux et la première offre, elle est vraiment pour les conseils syndicaux. Donc on s'adresse vraiment à tout le monde par soit le bouche à oreille, soit vous aujourd'hui, soit tous nos auditeurs d'aujourd'hui qui se disent mais tiens en fait je suis bête, j'ai un problème de charge, j'ai payé trop et pourquoi je fais pas venir quelqu'un externe. La problématique en copropriété, c'est que c'est diffus. Une charge à 5 000 euros, si vous êtes 50, ça fait quelques euros par personne. Donc si on réduit de 25% cette charge-là, tout le monde a l'impression que pour l'effort souscrit, ça va être une économie faible pour lui. Sauf que si on le fait pour tout le monde en même temps, et donc nous, la force, c'est que sur la réduction de charge, on se rémunère au succès. Donc il y a zéro investissement par la copropriété, il n'y a pas à passer en assemblée générale. Le conseil syndical et le syndic peuvent travailler avec nous pendant un certain temps, et on arrive à l'AG d'après en disant, voilà, sur l'assurance, on a économisé 40%. Sur le gaz, on a économisé tant. Sur tel poste, on a économisé tant. Et la copropriété en est bénéficiaire. Et votre budget qui était de 120 000, on va le passer à 105 000. Donc tout ça est très bénéfique, et c'est là-dessus qu'on a aujourd'hui des clients régulièrement qui viennent nous voir pour des nouveaux immeubles. Donc sur la première offre, pour les conseils syndicaux. Après, on a je dirais dans la partie B2B, on a des petites foncières qui viennent nous voir aussi en accompagnement sur ces offres-là, de gaz, d'électricité, d'assurance. On a des marchands de biens
qui viennent régulièrement avec des nouveaux locaux, qui viennent d'acheter, qui disent mais comment je fais pour optimiser ce bien-là? J'ai un immeuble, 5 appartements. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire les charges? On a quelques syndics qui viennent aussi sur des sujets clés comme le gaz, l'assurance, l'électricité, en disant moi c'est trop compliqué, je sais pas tout faire, je suis syndic donc on me demande de tout faire et je suis censé à peu près tout savoir, mais quand vous avez un cabinet de taille moyenne, c'est très difficile de savoir tout faire. Donc c'est des coordinateurs et aujourd'hui ils nous utilisent effectivement sur des sujets clés de charge et de les accompagner à renégocier. Je comprends très bien parce que moi, j'ai pas un de mes amis qui m'a dit un jour, je suis content de mon syndic, alors que souvent, le syndic fait plein de choses que l'on voit pas. Euh, Vous allez jusqu'où dans l'accompagnement? Et je dirais même demain, toi, tu as envie que un de trois syndics aille jusqu'où dans les futurs services que tu veux développer? Les services, on est très ouvert, c'est-à-dire que nous, on est assez opportuniste sur le besoin et sur l'accompagnement. On accompagne aujourd'hui des copropriétés sur des installations d'antennes télécom sur le toit. On a eu une, deux, trois, quatre demandes et donc du coup, on s'est formé sur ce sujet-là et on a une expertise très forte. On est prêt à développer aujourd'hui des expertises sur à peu près tous les sujets liés au bâtiment. Ce sur quoi on veut pas aller, et la frontière, on l'a mis dans la partie travaux. C'est-à-dire que nous, on va pas partir dans on est vraiment sur les charges récurrentes. On va pas partir sur un ravalement. On va pas partir sur. Donc on fait ponctuellement des travaux qui aident, par exemple du calorifugage en tuyauterie, de chaufferie. Ça, on sait faire et on sait mettre en relation avec des prestataires qui savent faire pour combler un manque. On fait tous nos immeubles quasiment, on les visite. On découvre et on dit, bah voilà, ça et ça a mal vieilli et vous avez tel et tel prestataire qui peuvent le faire. Donc là-dessus, nous, on a cherché à créer un réseau le plus large possible de prestataires qui répondent à peu près à tous les sujets. Euh, Là, il n'y a pas très longtemps, un des conseils syndicaux nous a appelé en nous disant on a une voirie avec une rue, on a des lampadaires et aujourd'hui, on n'a pas de prestataires qui entretiennent correctement ces lampadaires. Très peu de syndics aujourd'hui ont des lampadaires parce que généralement les rues sont la propriété des villes, donc c'est plutôt ces métiers-là. On a appelé 3 syndics significatifs, ils nous ont donné 2 prestataires et on les a mis en relation avec la conseil syndical qui était ravi. Et in fine, en fait, il y a quelques prestataires qui sont habitués à ça. Donc on est prêt à aider sur tous les sujets, mais notre cœur de métier quand même sur la partie donc c'est recherche d'un syndic avec un vrai appel d'offres de syndic et un accompagnement de la copropriété de A à Z pour généralement se relancer parce que c'est un moment un peu douloureux. Et la deuxième, c'est sur la partie charge récurrente. Donc, on reste sur ce métier charge récurrente. Et donc là, c'est assurance, ascenseur, ménage, jardinage, gaz, électricité. Voilà, tous les postes de charge récurrente d'un immeuble. Tu me disais 15 000 syndics. Là, tu viens de dire que vous avez visité tous les bâtiments. Donc, du coup, en Non, 5 ans, tu as visité 15 000 bâtiments? non, on a 15 000 copropriétaires qu'on a accompagnés. Donc la moyenne est, on va dire une trentaine. On a des copropriétés de 3 à 1 500 appartements qu'on a accompagnés. Donc on a ce qu'on appelle des mastodontes, mammouths ou autres, mais on a quelques copropriétés qui sont très significatives dans le paysage, qui représentent souvent une grosse partie même des villes. Et là, on peut les accompagner effectivement sur un panel assez large. Par exemple, on a fait pour une grosse, on a fait effectivement les bornes télécom, mais on a fait également l'élagage de plus d'une centaine d'arbres avec un appel d'offres pour trouver des prestataires capables d'élaguer sur plusieurs années. Et comme ils n'avaient pas le budget nécessaire, on a fait un plan triennal d'élagage d'arbres. Ouais, donc, ça va dans la conception même du service. C'est exactement. Comment tu les as trouvés justement tes premiers clients? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à convaincre sur cette offre et du coup structurer une société autour de cette offre-là que tu aurais presque pu faire en freelance? Oui, en freelance ou même en association à un moment, au tout démarrage, quand tu regardes les statuts, tu te dis tiens, est-ce que le statut d'association en France est pas très positif et pourrait pas le faire? Non, on a toujours eu l'état d'esprit de le faire vraiment en société.
de tester des choses et de le professionnaliser et de l'étendre à d'autres. Les premiers clients, ils sont arrivés bouche à oreille des réseaux. En fait, je pense que les trois premiers, ils sont arrivés le même mois, c'est-à-dire un mois après le lancement de la société, et ils sont arrivés sur des rebonds de posts LinkedIn de d'amis. C'est aucun n'était dans mon premier cercle d'amis, j'allais dire, mais voilà. Et ce qui m'a beaucoup motivé, c'est que le premier, je me souviens encore, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. Ma femme venait d'accoucher de notre troisième enfant et j'avais donc je sors de la maternité, je vais à l'entretien dans la copropriété et ils étaient quatre autour de la table et à la fin de l'entretien, il y en a deux qui me disent est-ce que on peut investir dans votre société? Est-ce que vous ouvrez le capital? Donc je me suis dit bon, au moins j'aurais pas tout perdu, j'aurais peut-être gagné des investisseurs et un client. Et c'était pas d'actualité, ça l'est toujours pas, mais en tout cas je me suis dit il y a quand même quelque chose qui est réel et un vrai besoin. Et du coup, justement, t'es 100% au capital. Comment tu structures la croissance de la société et comment tu veux la faire développer et jusqu'où tu veux l'emmener? Alors jusqu'où je vais peut-être pas être politiquement correct, mais je sais pas. Et je pense qu'on peut aller très loin. Pour l'instant, on n'a pas de vocation à aller. On veut pas. On veut aller avec parcimonie en province et même à l'étranger, j'allais dire, parce qu'on a pu être en contact avec des. Il y a des pays qui peuvent se ressembler, par exemple la Belgique et autres, mais c'est quand même des sujets très réglementaires. Moi, avant de créer la société, j'ai quand même fait un master d'immobilier au CNAM pour avoir tout le background nécessaire. Donc c'est très juridique et très notre accompagnement est quand même basé sur beaucoup de juridique et une bonne connaissance des règles de copropriété. Donc aujourd'hui on est vraiment en développement produit, offre et d'accompagnement de nos clients de A à Z. L'idée fondamentale c'est vraiment d'accompagner nos clients sur tous leurs besoins réels et d'être le plus efficace. Donc on est encore en test de j'allais dire de marché et de besoins, mais c'est surtout quels sont les besoins, comment on y arrive. Et ces besoins peuvent évoluer énormément. On l'a beaucoup vu avec le Covid, mais on l'a vu avec la crise du gaz. On l'a vu avec les prises électriques en parking, par exemple. Au début, c'était une demande régulière de nos clients. Qu'est-ce qu'on doit prendre comme option? Qu'est-ce qu'on doit prendre? Donc, on s'est énormément formé sur ce sujet. On a fait vraiment un focus et in fine il y a deux trois offres qui ressortent qui ont des différences mais le marché c'est quand même énormément à évoluer avec des financements qui ont été mis en place et autres donc même ce marché-là a évolué donc on est assez opportuniste sur le besoin parce qu'en fait on voit qu'il y a des modes la seule mode qu'on prend pas et qu'on veut pas prendre c'est la partie travaux rénovation énergétique parce que là on pense vraiment que on dépasse les bornes de nos compétences et de notre cœur de métier faire un ravalement sur 3 ans à plusieurs millions, c'est pas notre connaissance et notre métier. Donc pour l'instant, on se focus vraiment, on s'arrête vraiment sur la partie travaux, mais sur la partie récurrence, on peut aller sur à peu près tous les sujets. Dans les 5 dernières années, est-ce qu'il y a eu des caps de croissance que tu as passés de façon significative avec des choses où tu t'es dit, ben là, je passe un moment et comment tu les as ressentis en fait? Il y a eu plusieurs caps. Il y a eu un cap où je dis on teste beaucoup, on avance en testant. Il y a eu un cap il y a 1 an et demi, on a industrialisé énormément nos process. Dans le sens où on a industrialisé nos slides, nos présentations clients. Aujourd'hui, beaucoup de présentations sont en presse-bouton. On a un fichier avec 4-5 chiffres et ça nous fait nos présentations clients. Donc ça, il y a eu un cadre de l'industrialisation interne et on n'a pas voulu le faire très tôt parce que déjà avec les changements d'outillage, ChatGPT, l'IA, les choses qu'on avait pu développer au début en interne, on les a achetées parce que aujourd'hui il y a des outils externes qui sont bien plus performants. Euh, et donc je dirais que l'année dernière on a repensé vraiment de A à Z cette partie-là. Et voilà. Après, on a eu des gaps sur la partie plutôt client, taille de clients qui nous ont fait confiance. On n'aurait pas pu, il y a 5 ans, traiter une copropriété de 1400, 1500 appartements pour l'accompagner. Aujourd'hui, on a le réseau nécessaire et on n'a aucune difficulté. On l'a fait plusieurs fois dans l'année.
ces tailles de copropriété qui sont très spécifiques, très nécessaires d'un accompagnement particulier et tous les syndics peuvent pas prendre. Et tous les syndics ne veulent pas prendre et c'est vraiment une préparation en amont, hein. Le problème d'un syndic qui prend une nouvelle copropriété, c'est qu'il faut voir que le lendemain matin de l'AG, ils sont en charge de l'immeuble. Donc vous savez pas si vous allez être élu et le lendemain matin, vous devenez gestionnaire. Donc il faut avoir les ressources nécessaires, il faut avoir les équipes à détacher qui sont forcément sur d'autres clients. Donc vous avez d'autres clients potentiellement. C'est un équilibre entre perdre quelques clients qui seront peu contents de changer de gestionnaire et, euh, et gagner des nouvelles copropriétés. Le monde du syndic est quand même un monde qui a été un peu challengé ces dernières années avec la digitalisation et puis les résidences qui se sont mis en autogestion. Comment vous intervenez par rapport à ces deux tendances-là? Alors, l'autogestion, on est tout à fait au milieu et on voit des copropriétaires qui nous posent la question très souvent, est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? L'autogestion, ça nécessite d'avoir des gens sains aux commandes, des gens impliqués et des gens sur la durée. Souvent, les gens n'avaient pas intégré déjà tout le travail. Tu as cité à un moment, le syndic fait beaucoup du travail de l'ombre qu'on connaît pas. C'est souvent ça qui est pas intégré, c'est qu'ils se disent, bon, le syndic répond pas à mes emails, donc il fait rien, donc je peux le faire moi-même. Et donc souvent, il y a eu quand même un retour de bâton en disant je suis conseiller syndical, je demande des choses à quelqu'un, maintenant c'est à moi de le faire. Et donc on a eu on a accompagné les conseillers syndicaux qui sont revenus en syndic professionnel parce que quand vous avez une fuite d'eau le 25 août, vous êtes sur la plage à Noirmoutier et que votre voisin vous dit merci de signer les papiers, c'est la fuite, envoie-moi le plombier, machin et tout, ben en fait ça vous fait pas complètement marrer d'être à la gestion de ces immeubles. Donc vous préférez quand même avoir un tiers. Et souvent dans une copropriété, tu as cité les AG qui sont des moments souvent un peu douloureux de problèmes de voisinage. Souvent on est quand même content d'avoir un tiers pour ces problèmes de voisinage. Donc l'autogestion, nous on trouve ça super, mais c'est pas adapté à tout le monde, c'est pas adapté à tous les environnements, et il faut voir comment ça se gère sur la durée. Et on voit aussi pas mal d'autogestion. Vous voyez une offre, t'as cité Matera, l'offre de Matera aujourd'hui, ils ont créé une offre de syndic professionnel, certainement aussi pour répondre à des gens qui étaient en autogestion et qui voulaient passer la main. Et on voit dans les problèmes de bénévolat, les associations et autres, que tu as quand même une difficulté à passer la main. Et donc il y a un moment, bah, le bénévole d'il y a 5 ans, il en a assez, et il a envie de se reposer. Donc c'est quand même l'autogestion, c'est très particulier, mais les plateformes ont fait des trucs super. Après, il y a ce qu'on a appelé les néo-syndics, qui a été l'explosion, j'allais dire, après le Covid et de ça. Il y a deux choses. Premièrement, ils restent performants, efficaces et ils répondent à des besoins. Maintenant, les syndics traditionnels ont énormément évolué. Aujourd'hui, beaucoup de syndics traditionnels ont leur compta quasiment en temps réel. Avec le scan des factures et l'automatisation de la partie comptable, c'est quelque chose qui est plus du tout un décalage structurant. Donc les syndics traditionnels se sont améliorés, pas pour tous leurs clients, pas pour tous les marchés, pas pour tous les syndics, mais voilà. Donc il y a eu je dirais l'après Covid, il y a eu peut-être un regroupement un peu plus et une amélioration de la partie outillage des syndics traditionnels, qui ont pris conscience que bah il fallait traiter à distance. Ils ont maintenant des collaborateurs qui font du télétravail. Ils ont des collaborateurs qui utilisent les plateformes. Donc aujourd'hui, les plateformes qu'on voit des syndics, c'est aussi elles ressemblent aux plateformes des clients et donc en fait le syndic a les mêmes outils pour lui-même que pour ses clients. Une des problématiques, c'est que les clients n'utilisent pas ces plateformes. Moi, j'ai On est deux d'accord. tiers à plus de clients quand je leur dis mais vous êtes déjà allé sur le site de votre syndic? Ils me disent non, non, moi je veux quelqu'un au téléphone. Mais vous avez une fuite d'eau, vous voulez pas aller vous connecter à une plateforme pour dire j'ai une fuite d'eau. Vous voulez quelqu'un qui vous dise je vous ai envoyé un plombier. Euh, vous êtes coincé dans l'ascenseur, ça dure 1 heure et quart. Normalement, il y a quelqu'un qui vient quand vous appuyez sur le bouton. Mais cette voix, elle est ultra importante. Personne va se connecter juste au QR code
Et s'il n'y a pas de retour d'appel ou autre, c'est une catastrophe humaine. Donc voilà. Donc les syndics ont besoin de personnel, de répondre au téléphone et autres. Et donc ces plateformes aident aussi là-dessus parce qu'elles ont des call centers ou des appels très importants. Mais voilà, les gens veulent de la connaissance de leurs immeubles, veulent un accompagnement. Euh, et donc, on travaille avec ces nouvelles entités pour les clients qui le souhaitent, mais on pense qu'elles sont pas adaptées non plus à tous les clients. Il y a rien qui ressemble plus à un syndic qu'un autre syndic. Qu'est-ce qui fait qu'on change de syndic aujourd'hui? Alors, on change pour l'insatisfaction. On change pour l'insatisfaction humaine. Généralement, on a mis une, deux, trois, quatre alertes. On a fait des demandes qui n'ont pas été répondues. On accompagne une copropriété là qui est un peu en crise parce qu'ils ont un contrat de gaz qui s'arrête dans 2 jours et le fournisseur en place leur propose un contrat très très cher et le syndic n'a pas du tout anticipé. Il savait même pas que le contrat arrivait à échéance. Il savait pas que le contrat avait été un contrat de 4 ans. Il se souvient même pas quand est-ce qu'il l'a renouvelé. Bon, donc il y a souvent j'allais dire une étincelle et une insatisfaction latente. Et après on change aussi parce qu'on a trouvé autre chose. Et donc nous, on compare très souvent ça à une relation humaine de couple où on change pas pour une seule raison, mais on change pour une accumulation de sujets et de raisons. Et certains changent aussi quand ils ont trouvé un plan B. Et beaucoup. La difficulté, souvent, la question qu'on pose à l'inverse, c'est pourquoi vous changez pas? Bah, parce que j'ai pas trouvé. Et j'ai pas l'énergie. Ce matin, on a raccroché avec un client qui nous a dit, non, mais moi, j'ai pas l'énergie à mon âge. De toute façon, personne veut venir dans les AG. La dernière, on a été 3 sur 60. On va pas réussir à créer une dynamique pour changer. Donc, c'est pas moi qui vais m'en occuper. Si les autres veulent s'en occuper, je les accompagnerai. Je serais ravi qu'on change. Mais voilà, il y a une certaine flemme, hein. Nous, on a accompagné des faillites de syndics depuis la création. On a accompagné plusieurs. Euh, donc, beaucoup de clients d'un coup arrivent avec une problématique qui est exactement la même. On était géré. Et ben, c'est assez étonnant le fait que les gens attendent qu'on leur transmette un nouveau syndic. Il y a souvent un gros tiers à avoir un peu plus, à 40% des copropriétés qui sont chez un syndic qui fait faillite et qui attendent que l'administrateur judiciaire leur fournisse un syndic. Euh, je perds toujours une question pendant que je fais une interview, mais elle va me revenir en deux-deux. Et ben c'est là où ça va être plus dur de rebondir. Sur l'activité de syndic, euh, aujourd'hui tu disais voilà on sait pas on est satisfait, enfin on n'a pas trouvé. Mais est-ce qu'une résidence, enfin une copropriété peut rester légalement sans syndic un certain temps? Alors, en fait, il y a plusieurs problématiques. C'est que le contrat de syndic ne peut pas s'auto-renouveler. Contrairement à tous les autres contrats où il peut y avoir des tacites reconduction, le contrat de syndic ne peut pas s'auto-renouveler. Il est d'un an, 2 ans, 3 ans. D'accord. En fait, il est jusqu'à 36 mois, d'après la loi, mais techniquement, il est d'un an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il faut quand même que le syndic ait l'année entière pour faire une comptabilité correcte. Et donc, généralement, il est d'un an pour l'année comptable, plus les 6 mois pour tenir l'AG et clôturer les comptes. Donc, le contrat de syndic est généralement d'un an, 2 ans, 3 ans. Dans le cas idéal, nous, on recommande toujours de faire un an, et on voit pas l'intérêt pour les copropriétés de s'engager sur 3 ans. Sauf dans quelques cas, c'est des copropriétés très très grosses, où faire une AG qui est liée à un syndic, quand vous êtes 900, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 300 copropriétaires qui votent, parce qu'il faut minimum un tiers pour élire un syndic. Donc il faut que vous ayez 300 votes, et c'est pas toujours le cas, puisque comme tu l'as expliqué, les AG plaisent pas à tout le monde, et plus les copropriétés sont grosses, plus les AG peuvent être pénibles, et avoir une AG qui parle de tous les sujets d'une copropriété, les bâtiments peuvent être différents et avoir des visions différentes. Donc, mis à part les AG avec d'énormes propriétés où il faut mobiliser, nous on pense que le un an est bien suffisant et si vous êtes satisfait les deux, bah vous avez un renouvellement chaque année qui est assez simple. La deuxième question qui est quand est-ce qu'il peut y avoir carence de syndic? Il y a carence quand son contrat est arrivé à échéance. Donc normalement, un syndic aujourd'hui
fait un contrat, par exemple, vous avez des comptes au 31 décembre, il va faire un contrat jusqu'au 30 juin et souvent il rajoute même depuis le Covid jusqu'au 30 septembre. Après, on déconseille d'aller plus loin que le 30 septembre parce qu'il n'y a pas d'intérêt à aller jusqu'au 31 décembre parce que vous pouvez pas faire l'année d'après et parce que vous n'avez pas le temps de valider les comptes et ça vous bloque la copropriété mais pas le syndic. Le syndic peut démissionner à tout moment avec un préavis de 3 mois. Donc ça, c'est pas l'idéal, mais ça peut exister. Et vous, en tant que copropriétaire, vous pouvez changer à partir du moment où l'année de renouvellement est proposée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a soit des syndics qui ont un peu perdu pied, plus des manques de personnel ou des difficultés de gestion, et donc du coup, ils font pas cet AG dans les 8 mois de la clôture des comptes, et vous vous retrouvez au bout de 8 mois avec plus de contrat en place. Dans ces cas-là, il y a deux sujets. Il y a très souvent la réalité du terrain, c'est qu'il y a une gestion de fait par le syndic qui continue à payer aux fournisseurs, à recevoir les charges, à envoyer les charges et tout ça. Le principal sujet, c'est que légalement, souvent, vous avez plus de budget parce que le budget a été validé que pour l'année d'après et pas pour les 2, 3 prochaines années. Donc, vous avez à un moment légalement un budget qui n'est plus réellement validé. Et donc, vous avez cette gestion de fait. Et donc, dans cette gestion de fait, vous avez trois possibilités. Vous y restez, tout continue à tourner, personne fait rien, et ça reste comme ça. Vous avez un copropriétaire qui demande le placement en administration judiciaire, ou le syndic qui demande le placement en administration judiciaire. Ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un intérêt à agir. Donc, soit un copropriétaire, et donc ça, c'est très rare que les copropriétaires le fassent, parce que généralement, sauf s'ils viennent d'acheter ou sauf s'ils essayent de vendre, mais la gestion de fait leur convient et s'ils s'en occupent pas au quotidien, ils vont pas plus demander à l'administration. Donc il y a énormément de copropriétés qui ne passent pas en administration judiciaire automatiquement parce que personne en fait la demande. Si vous en faites la demande, généralement ça prend plusieurs mois. Et donc dans ces cas-là, vous avez surtout la possibilité de convoquer une AG à la demande du conseil syndical et du président du conseil syndical peut convoquer. La difficulté, c'est qu'il faut qu'il ait la liste des copropriétaires. Donc il faut qu'il ait suffisamment de matière. C'est généralement le syndic qui l'a, qui lui donne pas, avec des bonnes et des mauvaises raisons, en utilisant souvent la confidentialité de la donnée, ce qui n'est pas vrai parce que en fait l'annexe qui décrit tous les lots avec tous les propriétaires et toutes leurs adresses physiques est une annexe obligatoire au PV d'AG et donc tout copropriétaire peut le demander à tout moment. Donc ça, et donc sur cette base-là, après, le président du conseil syndical peut reconvoquer une AG avec la nomination du syndic à l'ordre du jour et d'un nouveau syndic ou du même pour avancer. Donc c'est très souvent une gestion de fait et le passage dans l'administration judiciaire aujourd'hui, ça va peut-être changer parce que les lois sont renforcées contre les syndics, mais aujourd'hui, les syndics n'ont pas de pénalité ou de d'amende s'ils continuent à gérer des copropriétés en difficulté et où ça peut changer avec les nouvelles lois. Donc là, il y aura peut-être beaucoup plus de passages dans l'administration judiciaire et les syndics, si on commence à leur mettre des pénalités, vont se débarrasser des copropriétés qui se passent pas bien. Et là, on va se retrouver avec une explosion d'administration judiciaire parce que les syndics voudront plus faire cette gestion de fait de copropriétés qui vont pas bien. Et du coup, enfin, on en a parlé, mais un des fléaux, c'est le fait que les assemblées générales soient vides. Euh, Ce qu'on retrouve en fait un peu partout dans la société, où dès qu'on demande à quelqu'un de s'impliquer, il y a de plus en plus d'absentéisme. Et est-ce que c'est l'individualisme de la société? Peut-être, mais qu'est-ce qui, d'après toi, pourrait être mis en place pour que les copropriétaires se réimpliquent dans la vie de leur copropriété? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Le législateur a fait des documents de plus en plus lourds pour essayer de protéger les gens. Et en fait, en essayant de les protéger, il les a déresponsabilisés et il les a retirés de la gestion quotidienne. Aujourd'hui, pourquoi vous venez pas? C'est parce que vous recevez un bouclet de 70 pages, incompréhensible. Maintenant, vous le recevez même en électronique, donc je pense que les quelques-uns qui se déplaçaient et qui avaient souvent un âge certain, eh ben, ils vont même plus venir parce que depuis 6 mois, ils le reçoivent en électronique et ils peuvent même plus le lire. Et donc, en fait, vous recevez un document qui est trop lourd. Donc, à force d'avoir mis des surréglementations tous les jours au syndic pour qu'ils rajoutent des choses, ça devient illisible. Vous vous rendez compte que dans la plupart des AG, vous avez une résolution pour laisser la police
euh, municipales rentrer dans votre immeuble. Donc ça veut dire que vous devez faire cette résolution. Donc chacun de nous a reçu une page dédiée à ça. On a dû voter et après le syndic doit l'envoyer au commissariat pour qu'il l'archive, qu'il le documente et qu'ils en fassent je sais pas quoi. Donc, on a quand même une somme de réglementation qui devient complètement obsolète et ubuesque, surtout, et qui ne permet plus de lire les documents. Donc ça, c'est un problème. Et je pense qu'il y a un problème de timing aussi. Et les AG annuels sont en décalage avec aujourd'hui une vie où on veut tout de suite et où on a besoin de l'information très rapidement. Et donc, ces deux facteurs, moi, je pense que des réunions plus régulières, plus légères, peut-être avec des sujets plus restreints, permettraient de faire revenir les gens en assemblée générale. Après, il y a un projet qui traîne depuis longtemps pour les très grosses copropriétés de gérer comme un conseil d'administration, donc c'est-à-dire avec un conseil syndical qui aurait des pouvoirs très élargis et qui pourrait faire. On le voit que dans la réalité, c'est déjà souvent ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez un conseil syndical qui sont des gens très investis, très qui donnent de leur temps, de leur énergie et qui essaient de comprendre les différents sujets. Mais c'est là où on intervient très fortement pour les accompagner parce qu'ils peuvent pas se mettre sur 20 sujets en même temps. Donc eux, ils vont en faire un par an et où ils vont aller chercher, se renseigner, aller à des salons. Donc souvent pour des ravalements, pour des toitures, pour des changements de chaufferie. Mais ils peuvent pas et donc souvent ils oublient en fait le récurrent que nous on vient accompagner. Donc je pense la gouvernance elle vient en déléguant de plus clairement à des gens et en ayant des formats plus légers. Mais c'est assez intéressant parce que il y a un nouvel effet, c'est que il y a l'effet vote par correspondance qui est introduit récemment et qui a été très mis en place depuis le Covid, qui fait que finalement on a des AG avec des taux de participation officiels assez élevés, mais des taux de présence qui sont à zéro. Et, euh, et les gens ont le sentiment de faire leur devoir citoyen. Ils cochent les cases oui à peu près à toutes les lignes. Et donc ça nécessite, nous, ce qu'on dit à nos copropriétaires, c'est que ça nécessite surtout une préparation en amont énorme pour que ces gens-là soient alertés sur les sujets un peu divergents. Et donc ça, c'est une difficulté, c'est que les débats en assemblée générale deviennent compliqués, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus souvent avoir lieu parce que les votes sont déjà figés en amont. Donc ça donne une fausse démocratie. Et par contre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas du tout, c'est la vidéo, parce que les équipements sont pas réels et on l'a tous vécu dans notre vie professionnelle généralement. Une réunion avec une salle en physique et une ou deux personnes en visio, bah c'est un calvaire et c'est inaudible et vous raccrochez. Et donc nous, les Ouais, quelques-unes qu'on a pu voir, c'était une catastrophe parce que les gens n'ont pas voté aux bonnes résolutions tellement ils en avaient assez. On était en train de partir de la résolution 7, ils pensaient voter sur la 6 ou des choses comme ça. Donc la vidéo aujourd'hui ne marche pas du tout pour cette démocratie-là et pour les copropriétés. Donc vraiment, il faut axer sur le physique et l'anticipation, la préparation des convocations, ça c'est clé. est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Est-ce que je m'amuse encore au quotidien? Oui, et j'adore ce que j'ai créé, j'adore mon métier, j'adore le contact avec les copropriétaires, partir d'une feuille blanche ou souvent un peu stressé, un peu on ne sait pas où on va, et souvent une personne parce que on n'est pas contacté par un collectif, on est contacté par une personne, et par contre on doit emmener un collectif, vers une AG de changement ou pas de syndic, mais au moins qu'ils sachent les options, qu'ils identifient les options possibles et qu'ils identifient d'autres choses. Donc dans la création d'entreprise, oui, je m'amuse encore de travailler avec les équipes pour la satisfaction de nos clients et arriver à des solutions. Oui, c'est encore une très grande satisfaction et une très grande joie. Bon, 15 000 syndics, enfin 15 000 copropriétaires en 5 ans. Dans 5 ans, t'es à 30 000 ou t'es à 45 000? Plutôt 45 000. On a une accélération qui est forte et importante, à la fois en taille et à la fois en quantité. On a eu une première année quand même qui était un peu plus calme avec le Covid.
On a eu le confinement dans la première année, vu l'accélération récente, oui, et on les compte plus tellement. C'est même plus tellement quelque chose sur lequel on se focus. C'est plutôt vraiment répondre à des besoins, et puis on répond à des besoins aussi beaucoup plus larges. On a peu parlé de notre activité sur le B2B, mais on répond à des petites foncières, à des de taille moyenne. Donc tout d'un coup, c'est un portefeuille de 50 immeubles, et donc Pareil. on accompagne. On va passer dans la dernière phase de ce podcast, qui est celle qui est le quiz improbable. Je rappelle les règles, tu as droit à un joker. Est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café. Tu en prends combien par jour? 3. Ça reste raisonnable. J'essaye de limiter, et il y a quelques temps, j'ai essayé de faire un petit régime, et donc j'ai essayé de boire du thé. D'accord. Quel est ton mot préféré? Bienveillance, parce que je trouve qu'il faut démarrer avec une écoute, sans attendre forcément, et je pense que c'est un état d'esprit à la fois de positionnement au départ, et après tout se crée, et les liens humains se créent, et je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec bienveillance, écoute, et attention aux autres. Si tu pouvais travailler avec un super-héros ou un héros de film, qui choisirais-tu? Superman, parce que c'est ma génération et c'est mon premier rêve, et que il était à la fois bienveillant, sauveur, et il avait l'air un peu maladroit dans sa vie quotidienne. Voilà, donc je dirais Superman parce que il couvre beaucoup de choses. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un déjeuner d'affaires? Euh, du crabe pimenté à Singapour, qui est la spécialité de Singapour. Et vous savez pas à la fois si vous allez vous en mettre partout sur vous parce que c'est que de la sauce, et à la fois si vous allez réussir à respirer à la fin parce que c'est quand même très piment. Très piquant, et donc du coup vous avez du mal de temps en temps à parler, et quand votre bouche commence à s'anesthésier un petit peu et que vous n'êtes pas du tout habitué, vous vous dites tiens, je vais avoir un peu de mal à finir ce repas. Donc Quelle pourrait être la mascotte de 1, 2, 3 syndic? À un moment, on a voulu reprendre la mascotte des JO parce que c'était sympa, gai et tout ça. La mascotte, forcément, un petit immeuble. Vous voyez, là sur mon bureau, j'ai un petit immeuble en mousse que j'utilise assez souvent pour, je vais pas dire faire les muscles, mais Déstressé. jouer avec et déstresser. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? Waouh! J'allais dire aujourd'hui parce que je pense que la difficulté de nos ancêtres était la communication et le temps. Moi, j'aime bien que les choses aillent vite et bien. Je pense que sans les emails, je serais à la fois beaucoup plus heureux, mais à la fois bien malheureux. Quand j'ai vu mon père se balader avec son fax en vacances et le brancher à droite à gauche, je suis ravi des emails après et des téléphones, textos. Donc aujourd'hui, parce que je pense qu'avant, ce week-end, j'ai croisé quelqu'un qui éduquait des pigeons voyageurs, et j'ai compris que c'était compliqué quand même. Est-ce que tu es plutôt McDo ou gastro? Les deux, les deux. Moi, j'aime bien l'alternance et j'aime bien tous les styles. Donc, j'aime bien justement les deux parce que je ferais que des gastro tous les jours, je serais très malheureux, et je ferais que des McDo tous les jours, je serais à la fois divorcé parce que ma femme déteste et à la fois énorme. Donc, non, les deux, je pense qu'il faut vraiment. Moi, j'aime l'alternance. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est quoi justement pour toi le secret d'entreprendre tout en restant marié? Bien en parler en amont, définir des besoins et des sujets en amont. Mon business plan, je l'ai fait parce que ma femme m'a demandé. Je lui ai dit, mais mettre des chiffres dans des cases sur un business aussi novateur et autres, ça sert pas à grand-chose. Mais elle m'a dit, bah, essaye quand même. Et ce qui est drôle, c'est que 2 ans après, on a fait exactement le business plan prévu.
Il y avait l'année de Covid qui a un peu décalé, mais on s'est retrouvés exactement. Et le pitch de départ que j'ai fait à ma femme et pour quitter mon job, c'est celui qu'on utilise quasiment aujourd'hui avec nos clients. Donc on l'a très peu transformé en termes de documentation client. Et après, bah, que le conjoint soit prêt au soubresaut de l'entrepreneur, à la solitude de l'entrepreneur. Au début, on lui demande tout sur tout, hein, relire les slides, relire les emails, relire. Puis à la fin, au bout d'un an, elle dit bon, c'est sympa, mais tu vas trouver quelqu'un d'autre là parce que moi aussi j'ai un job. Donc, mais non, je pense que c'est d'en parler et que ce soit. Je dis pas que ce soit un projet ensemble parce que c'est rare et c'est très. Mais au moins que ce soit vraiment bien discuté en amont. Et souvent aussi, alors moi, un conseil qu'on m'a donné et que je donne à tous, c'est mettez pas tous les œufs dans le même panier. Deux entrepreneurs, c'est dur. Donc, c'est bien s'il y en a un qui a un travail plus stable et plus classique, j'allais dire, et plus salarié, parce que on a quand même des aléas à la fois de stress et puis de financier. Le Covid, on l'a pris en pleine figure. On a tous été assez marqués par cette période-là d'incertitude. Donc voilà, je dirais, moi, ce que je conseille surtout, c'est de pas avoir deux entrepreneurs, sauf si vraiment c'est leur choix, hein, mais voilà. Tu as parlé aussi de la solitude du dirigeant. Comment toi, tu as mis en place des routines pour casser ta solitude? Alors j'ai participé beaucoup on a été beaucoup dans des incubateurs au démarrage les 3 premières années. Aujourd'hui, je suis encore très proche des incubateurs. On a été au Neuilly Lab à Neuilly qui était super. On a été à Dauphine Incubateur qui a été génial. Je reste assez proche de plusieurs entrepreneurs et tu te recrées un petit groupe d'entrepreneurs à proximité avec qui tu peux avoir des déjeuners, pauses un peu réguliers, et échanger sur des idées justement de ce type-là. Et c'est trouver des gens assez dispos pour échanger, toi à la fois les aider sur un métier, mais eux aussi. On va revenir dans les questions classiques. Tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Lundi matin, j'aime bien parce que ça relance et qu'on a du répondant. Vendredi soir, j'aime beaucoup aussi parce que c'est différent. Moi, je m'étais fixé, par exemple, les 3 premières années, tous les vendredis après-midi, je relançais tous les prospects, tous les clients, tous les sujets pour essayer de leur laisser le temps Et donc, ça me permettait d'avoir la plupart de nos prospects en ligne vendredi après-midi. J'ai pas fait depuis longtemps parce que maintenant on le fait plus au fil de l'eau et voilà, mais donc j'aime bien le vendredi après-midi aussi parce qu'il y a une perspective et j'ai la chance dans mon activité de travailler assez peu le week-end, ce qui est rare. Ce qui est rare et agréable. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Plus étrange, j'ai deux choses. J'ai une carte de Bonne Fête Papa il y a quelques jours de mes filles. Et après, une de mes filles est venue il y a 2 jours et m'a laissé Son étoile. sa médaille de ski en me disant Papa, l'année prochaine, j'espère avoir l'autre. Et j'ai dit bah oui, mais c'est- ça va pas rester sur mon bureau, ça. Et elle l'a laissé, donc on est reparti sans. Ok. Si des auditeurs souhaitent venir à toi ou venir sur un 2 3, contacter un 2 3 syndic, quel est le meilleur canal? Donc on a notre site web qui essaye d'être le plus descriptif, de montrer des exemples, on a des feedbacks clients, et voilà, et on a un petit questionnaire juste à remplir. Et sinon, on a deux numéros de téléphone et mon portable est ouvert à tous nos clients et amis, donc ils peuvent me contacter. Voilà, 06 63 82 09 47. 06 63 82 09 47. Il est sur principalement LinkedIn et certaines communications et sur le site, on a un numéro de fixe très Super. classique. Génial. Écoute, merci beaucoup pour ton temps et puis à très bientôt, Hugues. Merci François Joseph, à bientôt.